Bonjour à tous. Merci pour votre présence, pour participer à cet atelier sur les océans qui sont devenus des cimetières marins. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claire Nouvian. Nous attendons également Lamia El-Msamli qui est dans le train. Vous savez qu'il y a des perturbations entre Paris et Marseille, donc elle nous rejoindra en cours. Nous avons voulu avoir Claire Nouvian à côté de nous parce que c'est une figure qui incarne la défense des océans. Mais c'est quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, mais c'est un engagement de très longue date. Et tu m'excuseras, Claire, de retracer ton parcours, pour que chacun comprenne bien qu'il y a une sincérité totale dans l'engagement des uns et des autres, et notamment dans l'engagement des acteurs qui sont pour la défense de la biodiversité et en général pour l'écologie. Je laisse les gens s'installer. Claire, je vous disais, a attrapé le virus de la mer aux côtés de son père. Tu me corriges si je dis des erreurs, parce que je n'ai pas l'habitude de lire des textes, mais là, pour le coup, je lis un texte pour être aussi précis que possible. De ton père, marin-pêcheur, puis c'est ensuite en réalité... Non, il était pêcheur... Voilà, tu vois, ça commence petit, mais tu as raison. Pêcheur simplement le week-end. Le week-end. Il travaillait chez Total. Et c'est ensuite... D'accord. Comme ça, on casse le mythe tout de suite. Et c'est ensuite, en réalisant des documentaires animaliers, que tu découvres la faune des grands fonds et en tombes sous le charme, évidemment. Et c'est pour la préserver que Claire Nouvian, il y a de ça bientôt 15 ans, vous voyez, c'est des engagements de longue date, 15 ans, en 2004, fonde l'association Bloom. Et dans la foulée, tu écris un livre et réalises une exposition, tous deux appelés Abyss, et présentant le monde des grands fonds. Il est peu dire que ton exposition a connu un rayonnement important, un réel succès, puisqu'elle continue depuis cette date de tournée et a dépassé les 2,5 millions de visiteurs. Puis en 2008, tu te découvres un talent déjà bien présent et que nous apprécions beaucoup et une détermination sans faille lors de ton discours devant Nicolas Sarkozy et le prince Albert II. L'année suivante, en 2009, c'est ton premier grand coup, grand succès. Grâce à tes campagnes, un quota zéro pour la pêcherie de requin-taupe est décidé au Conseil européen et signe la fin de la dernière pêcherie de requin-taupe. Et tu te lances alors dans un grand combat emblématique et sur lequel nous nous retrouverons au Parlement européen, et c'est ainsi que nous commençons à travailler ensemble, le combat pour faire interdire la pêche la plus dévastatrice qui soit, la pêche en eau profonde. Un combat qui finira par être emporté en juin 2016 avec l'interdiction de la pêche en eau profonde au-delà de 800 mètres, et ce, après bien de longues années de lobbying, de dénonciation, puis de procédures législatives au niveau européen et des années de blocage au niveau politique. Et puis tu prends à nouveau le devant de la scène lorsque tu te lances dans le combat contre la pêche électrique, un grand combat dans lequel nous nous retrouvons
là encore, au Parlement européen et que nous emportons au niveau du Parlement européen, et nous y reviendrons au cours de ce débat. Donc, au vu de ce parcours que j'ai vraiment tenu à rappeler, nous ne sommes pas du tout étonnés de la distinction qui t'a été attribuée récemment, le Grand Prix Goldman pour l'environnement, qui en fait est l'équivalent du prix Nobel pour l'environnement. Et je crois que cela mérite des applaudissements. Merci. Je suis intervenu dans de nombreux ateliers hier et ce matin. Et vous suivez mon action au Parlement européen, je répondrai à vos questions. Et avec Claire, on disait qu'il serait en fait formidable qu'il y ait une interaction entre nous et que cette table ronde, finalement, cet atelier, soit un échange pour que les uns et les autres, vous puissiez aussi exprimer à la fois vos positions, mais aussi vos questionnements, et que nous-mêmes, nos interventions s'articulent en fonction de vos attentes. Mais je veux quand même vous dire que dans mon action au Parlement européen, la défense qui est la mienne aujourd'hui des océans, des espèces marines, participe d'une vue d'ensemble et du combat et des convictions qui sont les miennes pour la préservation de la biodiversité en général. Nous sommes à un moment qui est un moment tragique dans l'histoire, et dans l'histoire de l'humanité et de la planète. Nous sommes, cela a été dit dans plusieurs ateliers, mais il faut le répéter, face à la 6e vague d'extinction des espèces. Elle est terrible au niveau terrestre. Des espèces emblématiques, comme les grands singes, ne pourront être vus que dans des eaux demain. Les éléphants sont menacés. Mais ce qui se passe, parfois de manière invisible, est tout aussi tragique. Et si nous continuons au rythme actuel de prédation, qui est le fait des flottes industrielles, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu, disponible pour la pêche commerciale. Ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai lu dans des rapports, et j'ai posé la question aux personnes qui entourent Claire dans l'association Bloom, qui sont des experts, et je leur ai dit, est-ce que je peux continuer à dire cela? Parce que quand je dis cela, on me regarde, les gens se disent, mais ils racontent des histoires, c'est pas possible, quoi. Et tes collaborateurs m'ont dit, tu as tout à fait raison de le dire, il n'y aura plus de poissons disponibles pour la pêche commerciale si on continue avec ce rythme de prédation. Et ça, ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix, d'abord d'une conception qu'on a du rapport avec l'écosystème et le monde du vivant, mais surtout par rapport à une organisation économique, à une prédation qui répond à des impératifs qui sont décidés par ceux qui vont tirer le maximum de profit, de rentabilité sur une organisation capitaliste des rapports. Et c'est pourquoi ce débat est un débat profondément politique, et c'est pourquoi nous agissons au niveau qui sont les nôtres pour essayer d'enrayer, et nous rencontrons par la conviction de nos engagements, les stratégies que nous pouvons développer, parfois un certain nombre de succès. On a dit beaucoup de choses assez désagréables sur l'Union européenne, et on a eu raison de le dire ce matin.
Et je vais en dire encore cet après-midi. Mais je veux aussi dire que l'Union européenne, c'est plusieurs institutions. C'est le Conseil européen avec les chefs d'État qui incarnent souvent des intérêts nationaux. C'est la Commission européenne qui essaie d'embrasser un intérêt général européen difficile à trouver. Et puis, c'est le Parlement européen, la représentation démocratique. Mais sur les questions de pêche, il y a parfois une forme de schizophrénie, c'est-à-dire la perpétuation d'un modèle, qui est celui que je viens de décrire, et puis aussi la prise de conscience par la Commission européenne, devant le caractère tragique des choses, de la nécessité d'inscrire les politiques de pêche dans une durabilité. Et souvent, elle est un peu en avance sur les États. Et c'est du côté des États qu'on voit souvent, sur les questions pêche, on va en discuter, énormément de réticence à l'application des mesures proposées. On a vu ça avec le règlement pêche en eau profonde, où finalement la commissaire européenne n'était pas hostile. Elle était même favorable. Ouais, carrément. Et c'est du côté des États et du côté des industriels espagnols, portugais, de la pression qu'ils faisaient sur leur gouvernement, en France également, que les plus fortes réticences se sont exprimées. Cela étant dit, je vous rappelle aussi que nous avons voulu que Lamia Lamseli de l'association Sea Shepherd soit à nos côtés. Elle arrivera en cours de débat parce que Lamia a un engagement extrêmement fort, important, notamment dans les Outre-mer. On ne le dit pas assez, à Mayotte en particulier, où une action importante est développée pour la préservation des tortues marines. Lamia en parlera, j'en suis sûr, lorsqu'elle arrivera. Et je laisse la parole immédiatement à Claire. Et puis, on laissera assez vite la parole à la salle pour qu'on puisse échanger. D'accord. Bon, merci. Bonjour à tous. Merci Younous pour cette introduction très très flatteuse et un peu gênante parce qu'on est toujours dit ah bon c'est ma vie ça. Donc on ouvrira un peu, comme on a dit, un peu une forme d'échange, mais si ça vous va, je veux bien discuter, vous donner un peu un tableau, faire un petit peu un tableau de l'histoire de la surpêche, parce que c'est quand même une histoire dramatique européenne, qui n'est pas qu'européenne, qui est une histoire donc mondiale, comme le disait Younous. Donc il faisait référence au rapport qui a été produit par les Nations Unies, qui nous ont fait une projection en fait dans le temps et qui nous ont montré qu'à pression de pêche constante, on irait vers 2050 vers un monde où il n'y aurait plus de pêche commerciale, puisque les stocks de poissons, c'est comme ça qu'on appelle les populations de poissons, seraient épuisés. Les statistiques mondiales de la pêche sont agrégées par la FAO, donc un organisme de l'ONU à Rome, et on voit en effet qu'on est passé aujourd'hui à peu près 90% d'espèces qui sont surexploitées ou exploitées à pleine capacité. Donc la tendance est dramatique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une surexploitation chronique des espèces. Cette projection ne tient pas compte du fait que la pression de pêche dans le monde augmente. Donc il y a des pays comme la Chine qui continuent à produire de la capacité, c'est-à-dire à construire des bateaux et à les financer, puisqu'on va y revenir forcément. Les subventions sont quand même le nerf de la guerre dans cette question de la surexploitation des ressources. Donc il faut comprendre qu'on est face à une tendance qui est dramatique. Dramatique, pas seulement sur la pêche. Vous savez qu'en gros, on a quand même une série de mauvaises nouvelles sur pas mal de choses et qu'on doit changer notre modèle. Que ce soit notre modèle même d'éducation, notre modèle agricole, notre modèle social, il faut déjà le préserver, avant que tous les libéraux nous cassent tout. Mais il faudrait aussi changer des tas de choses dans notre société. On a quand même un ajustement majeur à faire, et ce n'est pas juste un ajustement, c'est un changement de modèle, un changement complet de façon de produire et de façon de consommer. Et c'est d'autant plus vrai dans le milieu marin que, évidemment, tout ça se produit loin de nous,
qu'on n'est pas particulièrement attaché aux poissons. Il faut bien le dire que même moi, je vois une photo d'un bébé panda, je craque. C'est bête, hein, un bébé chat, ça me fait craquer, comme tout le monde, les bébés, poilu, mignon. Un bébé poisson, pas plus que ça, vous voyez. Donc c'est bien normal, ça n'empêche pas que notre respect doit être exactement le même pour tout ce qui est vivant. Donc on s'est engagé chez Bloom pour les océans parce que c'est une cause qui est quand même assez mal défendue par rapport à d'autres causes. Par exemple, ma passion secrète, c'est les oiseaux. C'est ma vraie passion, c'est la forêt et les oiseaux. Dans mon parcours, j'ai attrapé des maladies tropicales à force justement de filmer des oiseaux dans la forêt. Et donc, je n'ai plus eu accès au milieu tropical où je pouvais voir tous les oiseaux qui m'intéressaient. Et je suis quand même allée vers la pêche, bien que la pêche, l'océan, c'est pas franchement une passion. Enfin, j'aime énormément le milieu marin et notamment le milieu profond dont parlait Younous. Mais parce que on n'a pas l'équivalent de la Ligue pour la protection des oiseaux au niveau mondial pour les poissons, vous voyez, on n'a pas ça. Et donc, on est face à un drame écologique qui, en fait, est lié à un drame humain. Donc, on va comprendre en gros qu'on sort de la Seconde Guerre mondiale. On est face à une compréhension du monde par rapport à des écrits, par rapport à des captures qui se font dans l'océan, qui sont tellement abondantes, on remplit des filets industriels géants d'une façon si rapide, si efficace, qu'on ne peut pas se représenter, sachant qu'on ne peut pas compter les poissons. Ils sont invisibles, ils sont sous l'eau, ils bougent. Donc, on a développé des techniques maintenant, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas comme les arbres. La déforestation, on peut la voir, même avec une montgolfière. Il suffit de voir et on voit la déforestation. Dans les océans, on n'a pas pu quantifier pendant très longtemps le dépeuplement des habitants de la mer. Et donc, on avait ce prisme d'une manne gratuite à disposition qu'il suffisait d'aller exploiter. Donc, c'était magique. On pouvait structurer des économies, on pouvait structurer des industries, on pouvait augmenter notre autonomie alimentaire et même avoir une balance commerciale bénéfique à l'export, puisqu'on pouvait même se retrouver comme la France est le deuxième le territoire maritime mondial, après les États-Unis. Donc on pouvait même exporter. Donc c'était merveilleux. Donc il faut bien comprendre que ce prisme, finalement, qui est un prisme industriel, on avait une session sur les lobbies ce matin, et on voit bien qu'aujourd'hui on est face à des industriels dont le modèle économique repose sur une exploitation qui finalement est bien trop importante. Donc on s'est rendu compte au fil des décennies, on a structuré, on a même subventionné la fabrication, la création de flottes de pêche industrielles ultra puissantes, de plus en plus performantes. Aujourd'hui, un bateau de pêche tel qu'il est, sans rien, il a le même aspect, il n'y a rien qui bouge, c'est le même. Par an, il augmente sa capacité de pêche de 2 à 3%, simplement avec ce qu'on appelle les coefficients technologiques, c'est-à-dire que les radars, les sonars, etc., tout cet arsenal militaire, parce que c'est vraiment chez les militaires qu'on est allé chercher la capacité à aller attraper du poisson, ça lui permet, sans rien toucher, simplement en augmentant les radars, en investissant dans une appli, ça lui permet d'aller récupérer, d'aller identifier de la biomasse dans l'eau et même de savoir quelle est l'espèce qui constitue la biomasse. Vous voyez ? Donc c'est fou. On a un chercheur franco-américain qui s'appelle Daniel Pauly a dit on a déclaré la guerre aux poissons avec cet arsenal militaire. Et on l'a gagné, évidemment qu'on l'a gagné. Ils ne peuvent plus se cacher, ils sont en perdition. On est donc dans l'ère, sur la question de la pêche et sur toutes les autres questions, dans l'ère de la responsabilité. Donc pendant longtemps, pendant des décennies, on a aidé, on a subventionné cette ère industrielle de l'exploitation de cette ressource gratuite, abondante. Et puis on a commencé à avoir des signaux que ça ne se passait pas tout à fait comme prévu, que c'est ce qu'on appelle en pêche CPE, c'est les catch per unit of efforts, donc les capacités je ne sais plus comment dire en français, mais en tout cas, c'est ce que attrape un bateau par unité d'effort. Donc, les captures par unité d'effort, tout simplement. Et donc, on voit bien que chaque bateau commençait à capturer de moins en moins. Donc, ce sont des signaux auxquels on aurait dû vraiment porter toute l'attention nécessaire, en se rendant compte que chaque unité commençait à être un petit peu moins rentable. Donc, là, la pêche, au lieu de se remettre en cause, remettre en cause le modèle industriel, le modèle subventionné, le modèle non sélectif, des méthodes de pêche pas du tout sélectives, de la grande pêche industrielle qui racle tout, le chalutage de fond par exemple, qui racle tout et on fait le tri à bord du bateau, une énorme gabegie d'espèces. Pour vous donner juste un chiffre, les pêches crevettières par exemple, c'est 90% de rejet. Donc on ne garde que 10% de la biomasse qui a été attrapée sur le fond. C'est un énorme massacre. Il y a des tas de pêches où on attrape... avec des palangres, donc les palangres sont des lignes avec des hameçons, on attrape pour un poisson, c'est un oiseau marin. On a absolument décimé les populations d'oiseaux marins.
comme les albatros, les pétrels, etc. Donc, on se retrouve dans ce cas de figure où, en fait, les captures par unité d'effort baissent. On voit bien qu'on a les signaux, que ça va moins bien. Et que font ? Et ça, on le sait rétroactivement. C'est-à-dire que les chercheurs ont reconstruit, en fait, l'histoire de la surpêche. Et on s'est rendu compte que les bateaux sont allés, ils ont suivi ce qu'on appelle une triple expansion. Ils sont allés pêcher de plus en plus loin des côtes, puisqu'il y avait tout ce qui était abondant proche de chez nous, on l'a exploité, surexploité. Donc, on est allé, pour continuer à garder la rentabilité, on est allé chercher un peu plus loin. Et on est allé chercher un peu plus profond, donc une expansion géographique. Et ensuite, une expansion bathymétrique. On est allé chercher un peu plus profond. Et mine de rien, on s'est drôlement enfoncé. Nos pêches se sont enfoncées au niveau mondial. Donc, on est allé chercher des ressources là où elles étaient. Alors, ce qui se passe quand on va de plus en plus profondément, c'est qu'on va chercher les stocks de reproducteurs. Donc, en surface, souvent, on va avoir des poissons qui sont facilement, qui sont abondants. Quand on va un peu plus profondément, on tombe sur, par exemple, s'il s'agit des merlus ou les baudroies, on tombe sur les reproductrices. Donc, ce qu'on appelle les big old fecund females, les bofs. Les bofs, en pêche, on les adore, les beaufs. On les adore en pêche parce que ce sont les femelles qui sont, plus elles sont vieilles, c'est inversé par rapport aux humains, plus les femelles poissons sont vieilles, plus elles produisent d'œufs. Vous voyez ? Donc, c'est pas du tout intuitif. Donc, tous ces facteurs biologiques, ces facteurs de gestion des populations, on ne les connaissait pas. Donc, on est allé chercher de plus en plus loin, de plus en plus profond, et on est allé chercher de nouvelles espèces. Et donc, aujourd'hui, on consomme des choses que nos grands-parents auraient rejetées, ou les pêcheurs à l'époque, nos grands-parents, et qu'ils auraient refusé de manger, parce que c'est évidemment un peu moins bon. Et donc, cette triple expansion des pêches nous a amenés quasiment en bout de ligne. Et donc, en bout de ligne, il y a de moins en moins de choses qui sont exploitables. C'est de moins en moins bon. Donc, quand on arrive à ce niveau de surexploitation de nos eaux, on est allé au bout des limites de chez nous. Ce qu'on fait, c'est que du coup, on continue à payer parce que tout ça est subventionné. Il faut vraiment que je vous parle d'un rapport de la Cour des comptes. Si j'oublie de le faire, vous me le rappellerez. On continue à subventionner. Et on a subventionné l'exportation de notre surcapacité de pêche. On a donc construit on a payé la construction de ces énormes unités de pêche. Aussi des petits, mais en fin de compte, ils ne sont pas très armés, les petits pêcheurs, pour être représentés politiquement et donc même pour constituer un dossier de financement. Donc, ils sont très peu financés par rapport aux grandes unités. Donc, ces grandes unités de pêche, puisqu'il n'y avait plus rien à pêcher chez nous, on les a envoyées ailleurs. Donc là, on a exporté nos problèmes. Mais on continue, c'est-à-dire que l'Union européenne continue à subventionner l'exportation de nos bateaux par le biais d'accords de pêche, par exemple. Donc on passe des accords de pêche. C'est la Commission européenne qui a la prérogative de la négociation complètement secrète des accords de pêche avec des pays tiers, notamment en Afrique, évidemment, où les eaux sont encore poissonneuses, sans doute pas pour très longtemps, puisqu'ils sont déjà en fait pénalisés par le changement climatique, puisqu'on voit que la biomasse de cette zone ceinture équatoriale est en train de se déplacer vers les pôles. Et ils sont pénalisés par le fait qu'évidemment, ils ont des régimes politiques qui sont très fluctuants, qui sont parfois ultra corrompus et qui sont très à même d'être colonisés. C'est une forme de néocolonialisme par des unités de pêche industrielles. Et donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on a exporté nos problèmes. Évidemment, maintenant, on génère des problèmes, pour le coup, des vrais enjeux sanitaires, des vrais enjeux humanitaires chez les autres. Alors que pour nous, évidemment, manger du poisson, finalement, ça n'est plus notre alimentation est assurée, et plus qu'assurée. On mange trop de protéines carnées, etc. On l'entend dans les ateliers ici, là, pendant les journées de la France insoumise. Donc, nous, on est à l'abri du besoin alimentaire. En revanche, les pays vers lesquels on a envoyé nos unités de pêche et vers lesquels on continue de le faire, eux ont besoin. Sérieusement, ils ont besoin pour leur économie, pour leur autonomie, pour leur santé, ils ont besoin des ressources qu'on leur prend. Donc voilà un peu le cadre global dans lequel nous, on opère. On se bat contre des unités industrielles qui sont très, très, très organisées parce qu'elles existent depuis longtemps. Ce sont des conglomérats, ce sont souvent quelques groupes qui appartiennent un peu à un nombre assez limité d'acteurs, qui sont très organisés politiquement, qui ont compris en fait que depuis la mise en place de la politique commune de la pêche en 1983, on a mis en commun toutes les eaux européennes. Donc jusque-là, évidemment, chacun était chez soi dans ses eaux territoriales, était souverain. Et puis à partir du moment où on met la PCP, donc c'est l'équivalent de la PAC, mais pour la pêche, les eaux communautaires s'ouvrent
à la pression des uns et des autres. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Donc un papier extraordinaire qui date, je crois, de 1961, qui n'a pas pris une ride, 61 ou 67. On voit que c'est la tragédie des communs. On se retrouve dans une chasse aux poissons. Parce que si vous n'allez pas attraper le poisson qui est là devant vous, moi j'irai. Alors comme la ressource est gratuite, vous voyez, ça génère cette course, fatalement. Et on est dans cette course, on est quand même encore dans cette course aux poissons. La question n'est plus, parce que maintenant on a une grande partie des espèces qui est passée sous une régulation de quotas. Donc la question, c'est le quota va être quand même limité. Donc la question maintenant, c'est de savoir qui va avoir accès aux quotas. Et dans cette bataille, maintenant, au début, c'était l'accès aux ressources en abondance. Maintenant qu'il n'y a plus les ressources abondantes, plus elles déclinent ces ressources, plus la bataille fait rage entre les industriels et les artisans. Et donc, c'est le combat qu'on mène en ce moment avec Younous contre la pêche électrique, qui est un peu un cas de figure parfait comme point d'entrée pour comprendre ce qui s'est passé dans le secteur de la pêche et comment fonctionnent ou dysfonctionnent les institutions européennes, puisqu'on se retrouve avec une pêche chalutière, donc des chalutiers industriels néerlandais. Les Néerlandais avaient des chaluts, ce qu'on appelle des chaluts à perche. Donc, ce sont des énormes filets qui sont lestés et qui en plus ont des chaînes. Vous voyez, donc ils opèrent en mer du Nord, donc c'est vraiment très lourd, très destructeur. Ça détruit l'environnement, ça détruit la ressource qu'on attrape avec ça. Évidemment, le poisson n'est pas en très bonne forme, mais ça déloge le poisson du sédiment. Donc les poissons plats, la sole, la plie par exemple, on les déloge du sédiment avec des chaînes. Et donc, les chalutiers néerlandais, vous imaginez, enfin, il faut quand même se le représenter, ce sont des énormes bateaux, 40, 50 mètres, qui ont un matériel de pêche qui pèse déjà si lourd qu'avant même d'avoir attrapé le premier poisson, ils ont dépensé des milliers d'euros en carburant. Donc ça, c'est un modèle économique qui appartient au passé. Il est complètement obsolète, ce modèle économique, vous voyez. Donc, il faudrait absolument changer la technique de pêche. Cette technique de pêche du chalutage de fond, ce qui rentre en contact avec le fond, ça ne correspond plus à aucun de nos impératifs vis-à-vis de la crise du vivant qui était décrite par Younous tout à l'heure, par rapport aux objectifs de développement durable qu'on a quand même adopté d'une seule voix toute la communauté internationale en 2015 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc on se retrouve avec l'ODD, donc les ODD, hein, vous êtes familiers des ODD, oui, les objectifs de développement durable. Donc on a 17 objectifs de développement durable qui sont magnifiques. Tout le monde les a votés à l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors là, on combat la pauvreté, on est pour une économie inclusive, on dirait un programme de LFI. C'est ce que je veux dire. Et donc c'est merveilleux, sauf que ça, c'est un vote onusien qui n'a aucune, ça n'a pas de dents. Vous voyez, c'est un couteau sans, où il y a juste le manche. Vous voyez, il n'y a pas de lame, quoi. Donc après, quand on passe à l'application, c'est du droit mou et voilà. Donc on a quand même des objectifs qui sont supposés dicter les politiques publiques. Et la façon dont on va guider nos affaires, nous conduire nos affaires de pêche, nos activités extractives. L'exploitation des minerais en profondeur, par exemple, pour nos iPhones, nos tablettes, etc. On va aller dévaster les grandes profondeurs des océans qui étaient jusqu'ici intouchées. Très grande profondeur, hein, je parle de 4000, 5000 mètres de profondeur. Donc on est en train d'aller vers... En fait, dans nos pratiques industrielles, on est incapable de mettre en œuvre cette feuille de route qui a pourtant été décidée par les Nations Unies. Et aussi des régimes contraignants qui ont été votés par les règlements européens. Donc on se retrouve face à cette incurie qui est qu'on a des méthodes de pêche qui sont installées depuis si longtemps après-guerre, chalutage, non sélectif, énergivore, donc à consommer autant de gasoil. Ils sont dépendants des financements publics parce qu'ils perdent trop d'argent. Leur modèle économique pouvait encore tenir à l'époque où en effet on mettait une ligne et on récupérait je ne sais combien de poissons sur une ligne, mais ce n'est plus le cas. Et donc quand il y a la ressource s'amoindrit, on n'a pas d'autre choix que soit laisser la ressource revenir au niveau antérieur, soit repenser le modèle économique. Et le modèle économique, ça tombe bien, si on veut le repenser, il faut arrêter le chalutage, il faut arrêter de dépendre du pétrole, et ça nous convient parfaitement, puisque c'est aussi les méthodes de pêche qui sont les plus destructrices. Et ça, on peut prendre le débat européen dans tous les sens, tant qu'on ne remet pas en cause les méthodes de pêche qui sont les plus destructrices, et qui sont donc énergivores, et qui sont donc dépendantes des subventions publiques, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et les dégâts, donc là je reviens, excusez l'aparté pour planter le paysage, mais j'en reviens donc à cette pêche électrique où on a nos grands chalutiers néerlandais avec leurs chaluts à perche, là, leurs chaînes,
qui ne gagnaient plus du tout d'argent. Enfin, ils ont publié leur graphique, ils étaient en perte économique. Et donc, ils ont eu besoin de se tourner vers cette course en avant, toujours la même, vers la technologie, pour remplir leur filet plus efficacement. Parce qu'ils perdaient de l'argent, ça leur coûtait trop cher en consommation de gasoil par rapport au nombre de poissons qu'il reste dans l'océan. Et donc, ils ont inventé l'idée de remplacer les chaînes par des câbles électriques. Et donc, maintenant, ils envoient carrément du courant électrique dans le milieu marin, ce qui permet évidemment donc c'est un courant bipolaire, c'est-à-dire que ça crée une convulsion musculaire qui est irrésistible. C'est-à-dire qu'aucun être vivant, c'est le même principe qu'un taser, vous voyez. Et donc, musculairement, on ne peut pas résister à cette violence-là, elle est physique. Ce qui fait que c'est radicalement efficace. Vous imaginez, alors on est dans un cas de figure où on a de moins en moins de poissons, ils perdent de l'argent, il n'y a rien qui va, et d'un coup, ils tentent l'électricité, et ça permet de remplir de nouveau, de façon miraculeuse, leur filet de pêche. C'est peut-être le dernier opus de ce développement technologique, puisque après eux, c'est la mer brûlée. Vous voyez, il ne restera rien. Les poissons sortent du sédiment comme du popcorn, parce que c'est magique. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a, ce que disent les pêcheurs artisans, un désert. Et c'est le mot ce qui nous a frappé, c'est qu'on a travaillé avec les pêcheurs artisans, qu'on a fait venir au Parlement pour qu'ils soient entendus, justement, des élus, parce qu'ils ne sont pas représentés politiquement, donc on ne les entend jamais. Et les pêcheurs qui ne se parlaient pas plus que ça, mais de Belgique, de France, d'Angleterre, avaient tous le même constat. C'est un désert, c'est un cimetière. Et derrière nous, on laisse un cimetière. Cette pêche électrique laisse derrière elle un cimetière. Donc on est face à, vous voyez, à une absurdité technologique, à un moment où j'ai envie de dire délire. On a l'impression d'être, vous voyez, en plein délire. On est en délire sur les politiques publiques. On a envie de dire, mais comment était-ce possible d'envisager une chose pareille? Et comment est-ce possible que des humains, comme avec le même cerveau que le nôtre, a priori, mais clairement pas les mêmes valeurs, acceptent de se tourner vers la technologie pour justifier, en fait, l'irréparable? Vous voyez, on a envie de dire, mais vous savez, on est après Hiroshima. On est après Hiroshima, que vous le voyez. Donc maintenant, on sait qu'on est capable de tout détruire. Ça nous impose d'être dans une responsabilité vis-à-vis de la technologie qui est maintenant irréversible. On a passé 1945, donc maintenant, quand on met en place une technologie, il faut toujours la questionner. Et la pêche électrique, évidemment, nous, on l'a questionnée, on a répondu à la question. Il faut absolument se débarrasser de cette chose-là, parce que on peut techniquement vider l'océan. C'est maintenant techniquement possible. Donc voilà, juste en introduction, je pense que je voulais juste, mais on pourra en parler, on parlait de pêche illégale, parce qu'on pouvait parler, mais on pourra parler des paradis fiscaux, parce que je parle pêche, mais en fait, je suis animée sur plein d'autres sujets. Un de mes sujets préférés, c'est les paradis fiscaux, et ils alimentent la pêche illégale dans le monde. Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et ce que tu disais ce matin, ça fait tilt. Tu disais, il faut combiner les éléments. Et il faudrait combiner tous les ateliers, parce qu'il y a une résonance, évidemment, entre les débats que nous avons eus sur les lobbies, le débat que nous avons sur ces cimetières marins, les débats sur l'évasion fiscale, les débats sur la démocratie. Tout ceci, finalement, participe à une pensée complexe, et il faut qu'on essaye d'avoir une pensée complexe. Et dans cette pensée complexe, nous devons nous dire que nous sommes à un moment de croissance démographique considérable. Quelques chiffres, ce n'est pas pour vous faire peur, mais nous sommes aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'habitants. Dans 100 ans, c'est-à-dire un enfant qui naît aujourd'hui, on a à peu près la certitude qu'il sera en vie dans 100 ans. En 2100, la population mondiale sera autour de 12 milliards d'habitants. 12 milliards d'habitants. Avec une croissance démographique considérable sur le continent africain, qui verra sa population passer de 1 milliard à 4 milliards 2, selon les projections de l'ONU. Un pays, rien que le Nigeria, c'est 900 millions d'habitants en 2100. Et vous avez la question qui est posée de la souveraineté alimentaire de ces pays. J'avais travaillé à l'époque
sur la question de la piraterie maritime et j'avais regardé de près la situation en Somalie. Et je m'étais rendu compte que finalement, ce qui se passait dans les eaux, dans la corne est de l'Afrique, avait eu des conséquences évidentes sur la vie des Somaliens qui étaient privés des ressources alimentaires. Et c'est ainsi qu'ont commencé à naître des réseaux de banditisme, etc. Et à la fin, des pirates. Je prends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, tout ceci sont des questions qui sont très liées. Et nous essayons effectivement de les mettre en liaison. Et lorsque tu dis que le débat sur l'évasion fiscale, finalement, est un débat qui est au cœur de notre débat sur la pêche, évidemment, très clairement. Ce que nous devons aussi avoir à l'esprit, c'est que les États européens, avec l'argent des contribuables, ont subventionné la construction d'une flotte de pêche européenne surdimensionnée, en capacité aujourd'hui de pêcher 2 à 3 fois plus que ce que les océans contiennent. Et compte tenu de l'état du peu de vertu, en fait, du peu d'éthique de ces flottes industrielles, de peu de prise en compte du temps long, de cette volonté de tout accaparer tout de suite pour la rentabilité immédiate, eh bien, on se retrouve dans cette situation tragique. Et j'avais été extrêmement marqué dans le débat sur la pêche électrique des arguments des adversaires. Claire vous a très bien expliqué comment sont pêchés ces poissons par cette méthode tout à fait barbare. Eh bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adressé à l'ensemble des députés européens des argumentaires pour dire qu'il s'agissait d'une innovation technologique extraordinaire. Et que si la France s'y opposait, c'est qu'on était des rétrogrades et jaloux. Mais ils l'ont dit, redit au Conseil. Enfin, vous voyez, on a envie de dire, mais on est entre adultes ou pas? Nous, on est jaloux. La France est jalouse parce qu'on n'est pas capable d'innover technologiquement. Et nous avons eu un commissaire européen qui est aussi en charge des questions d'environnement venir reprendre ces expressions en plénière au Parlement européen, ce qui m'avait profondément choqué, ce qui était un grand scandale. Et il voulait faire passer toutes celles et tous ceux qui s'opposaient à la pêche électrique comme des rétrogrades. Ça prouve à quel point il y a des océans entre eux et nous dans la manière dont nous concevons ces questions. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Si tu veux continuer, sinon... Oui, sur la... je dirais bien, enfin, ça me fait réagir, par exemple, parce que l'histoire, si on va jusqu'au bout, par exemple, de la piraterie en Somalie, moi, je trouve que c'est un exemple incroyable aussi. Parce que donc, on a des flottes de pêche donc, industrielles exportées avec subvention publique, notre argent à tous, exportées vers des zones très pauvres. On vole le poisson des Somaliens. Donc les pêcheurs n'ont plus de quoi pêcher, ils n'ont plus de quoi continuer leur activité, ils se transforment en pirates. Une fois qu'on a des pirates, ça pose problème aux bateaux de pêche européens. Donc ils ont fait voter au Parlement, à l'Assemblée nationale. Donc notre ancien ministre de la Pêche a fait voter la possibilité maintenant que les bateaux de pêche français aient des mercenaires à bord pour se défendre contre les pirates, vous voyez ? Et là on se dit mais quelle violence de notre système d'exploitation des humains comme des ressources vivantes. C'est ahurissant. Carmelo Vela, le commissaire dont on parle. Donc, la Commission a un rôle absolument néfaste sur cette histoire de pêche électrique parce que c'est la Commission européenne qui a autorisé, en catimini, par un tour de passe-passe législatif ni vu ni connu à la fin de l'année 2006, qui a autorisé la pêche électrique qui était interdite, sans aucune consultation, et contre l'avis des scientifiques. C'est un scandale qu'elle avait bien caché et qu'on a révélé en janvier 2018. Il faut savoir que ce même commissaire vient de Malte et que son activité principale, c'était quand même les jeux de hasard, les casinos. Donc, vous voyez, on est vraiment entre gens éthiques, on se comprend.
Juste aussi pour la surcapacité, en fait, tu as dit la surcapacité, c'est notre plus gros problème dans la pêche. C'est comment est-ce qu'on fait pour limiter la capacité. Donc il y a le modèle industriel et il y a cette surcapacité des industriels. Et comme on est dans cette tragédie des communs, il n'y en a pas un qui veut arrêter de pêcher, en gros. Donc la seule façon, on se dit, de le faire de façon unilatérale, de façon efficace, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui en ce moment, évidemment, a des négociations sur l'interdiction, parce que ça faisait partie des objectifs de développement durable. Il faut, normalement, d'ici 2020, je vous laisse pas beaucoup de suspense sur le fait que ce soit appliqué ou pas, mais normalement, d'ici 2020, on doit éliminer les subventions qui encouragent la capacité de pêche dans le monde et qui encouragent, du coup, la surexploitation des espèces. Et ça aussi, c'est un accord de toutes les nations sur Terre. Et quand il s'agit d'appliquer cet accord, là, on arrive évidemment dans le sujet des lobbies, c'est-à-dire que le modèle de pêche industrielle, ils n'ont absolument pas l'intention de le remettre en cause, et donc ils font pression sur les gouvernements. Et je pense que, bon, il y a eu un papier sur Macron et les lobbies dans le monde hier, et on voit comment ça fonctionne. Ça fonctionne exactement sur le lobby du vin, le lobby pharmaceutique, les lobbies bancaires. Ça, je pense que pour Macron, on n'a plus besoin de faire vraiment la démonstration. Mais c'est vrai pour le lobby de la pêche aussi. Et donc, nos pêcheurs artisans, dont on a parlé, qui sont les deuxièmes victimes. Les premières victimes sont évidemment les océans. Les deuxièmes victimes, juste après, en même temps, ce sont les pêcheurs artisans. Et les pêcheurs artisans du nord de la France sont en train, littéralement, de disparaître. Et pas seulement du nord, mais là, sous la pression de la pêche électrique, dans le nord de la France, donc Dunkerque, Boulogne, etc., ils sont en train de disparaître. Eh bien, ils sont complètement laissés pour compte par leur propre comité national qui est supposé les représenter. Vous savez, la FNSEA des pêcheurs, ça s'appelle le Comité national des pêches. Eh bien, le Comité national des pêches a appelé à voter pour la pêche électrique. Voyez, alors que tous les députés français s'étaient pourtant au moins alignés pour dire il faut combattre cette hérésie. Eh bien, le Comité national des pêches, pourquoi ? Parce qu'il est trusté par des industriels qui ont bien l'intention, eux aussi, de remplir le plus vite possible leur filet de pêche avec cette pêche miraculeuse, l'électrocution de la vie marine. Vous voyez ? Donc les lobbies, ils sont à l'intérieur, ils sont à l'extérieur, ils sont à chaque endroit. Et notre vrai gros sujet, quand on parle d'éthique des flottes industrielles, c'est justement cette question de l'éthique des oligarchies possédantes. Voilà. On est quand même dans un effondrement. Je ne dis pas que le patronat catholique français des années 40-50 était vraiment mieux, je ne l'ai pas vraiment côtoyé, mais il me semble quand même que même de droite, moi j'ai une famille de droite, alors je ne vous dis pas que c'est pas toujours une super ambiance à la maison, mais ma mère, heureusement, nous a sauvés, elle était quand même de gauche, mais donc dans mon grand-père qui était de droite, par exemple, c'était quelqu'un d'éthique. Il était gaulliste, bah oui, il avait fait la guerre, prisonnier en Allemagne, machin. Donc, mais ils étaient gaullistes. Aujourd'hui, les écarts de 300 fois les salaires à l'intérieur d'une même entreprise, c'était pas envisageable pour les patrons des années 40-50. Vous voyez, donc il s'est passé un truc en termes d'effondrement déontologique, y compris des classes possédantes, qui est quand même à la source d'un énorme problème mondial qu'on va retrouver dans la pêche, qu'on retrouve dans des tas de choses. C'est-à-dire qu'on est dans une hyper-financiarisation de nos activités économiques mondiales. Depuis les années 80-90, la spéculation et cette vision orthodoxe, on va dire, de l'économie, comme quoi l'efficience des marchés va nous sauver de tout, il se passe quelque chose de magique, les marchés ont toujours raison. Ce qui est aujourd'hui faux, on l'a bien vu encore avec la crise de 2008. Les marchés n'ont pas du tout toujours raison, mais il n'y a aucune hétérodoxie. On n'entend pas les économistes qui vont nous mettre en alerte, en fait, sur cette façon de penser. Et qui vont nous dire, mais attention, l'évasion fiscale, c'est un problème majeur. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à des calculs, enfin, certaines estimations nous montrent qu'on parle de 15% du PIB français. C'est-à-dire que c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'on a envie de dire, vous savez quoi ? On arrête toute discussion sur les coupes budgétaires. On arrête toute discussion sur la fin de l'État-providence, sur la régression de notre modèle de protection sociale. On arrête toute discussion jusqu'à ce que vous soyez allés récupérer l'argent dans les paradis fiscaux. Ce que les politiques ne font pas, parce qu'ils sont financés par des paradis fiscaux. Vous voyez, la vie politique est financée en grande partie par des paradis fiscaux qui sont où ? Au cœur de l'Union européenne. Le Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Oxfam, l'ONG Oxfam, on a compté environ 21, donc soit directement dans l'Union, soit sous égide de l'Union, 21 paradis fiscaux que personne ne nomme. Et ils ont retiré le Panama de la liste des paradis fiscaux. Ouais, c'est magique. Extraordinaire.
Donc voilà, et on voit qu'en fait une grande partie de la pêche illégale aujourd'hui dans le monde, cette pêche illégale qui, déjà que la pêche industrielle, ça fait pas rêver, mais alors la pêche illégale, c'est la pêche industrielle sans aucune norme sociale, sans aucune considération pour aucune déréglementation environnementale, donc c'est une catastrophe, c'est de l'esclavage humain, c'est des conditions de travail, vous avez peut-être vu des reportages sur ce qui se passe avec des bateaux chinois, avec des travailleurs philippins ou du Moyen-Orient, mais c'est impensable qu'au XXIe siècle, on soit encore dans l'esclavage moderne, mais on y est, bon, on l'a vu avec la Libye, mais pas seulement. Donc, ça, c'est financé par donc, des États qui n'obéissent à aucune règle et qui sont des États voyous. Donc, je pense que l'évasion fiscale, en fait, c'est le sujet sur lequel, finalement, à partir duquel on pourrait régler à peu près tous nos problèmes. Donc, voilà, en fait, j'en ai ce que je voulais dire. Bien sûr. Et on avait trouvé une formule au moment de la discussion sur la pêche électrique qui était assez simple, mais qui avait le mérite d'être comprise par tout le monde. C'était plus de poissons, plus de pêcheurs. Et c'est pourquoi les petits artisans pêcheurs sont à nos côtés et étaient à nos côtés dans ce combat. Nous ne sommes pas encore, et tu le disais ce matin, dans un combat pour dire il faut en finir avec toutes sortes de pêche. Nous sommes dans un combat pour des pratiques de pêche durables qui soient dans des équilibres écologiques acceptables. Et c'est l'intérêt, évidemment, des pêcheurs du nord de la France. Et ils sont dans une situation tragique aujourd'hui. Si nous continuons sur ce rythme-là, ils sont tout simplement menacés de disparition. Je veux vous dire que, puisque j'ai incarné la bataille sur la pêche électrique au Parlement européen, que cette bataille n'est pas définitivement gagnée, puisque, comme je l'ai expliqué ce matin dans le cours sur l'Europe, l'architecture des institutions fait que nous n'avons pas encore eu le dernier mot. Mais il y a une violence démocratique qui est faite, malgré le vote du Parlement européen, qui a été un vote à peu près assez massif. 404 contre 232. Un vote clair du Parlement européen. Aujourd'hui, les États, comme la Commission européenne, sont en train de tout faire pour ne jamais mettre en œuvre ce que le Parlement européen a décidé. Alors, ce que je vous demande, parce que nous avons besoin d'être soutenus, nous l'avons été beaucoup par Bloom et nous avons également soutenu Bloom, ça marchait dans les deux sens, nous avons besoin de la mobilisation citoyenne et de la mobilisation des militants. Il faut tweeter, il faut interpeller le président Macron et lui dire « Tenez les engagements que vous avez pris, parce que vous êtes en train de tromper tout le monde actuellement. » Et la pêche électrique, le Parlement européen, représentation des peuples européens, l'a décidé. Vous devez aujourd'hui vous coucher devant cette demande et devant cette volonté. Excusez-moi, je suis un peu énervé quand je parle de cette question, mais les contextes des victoires sont tellement compliqués que personne ne peut dire dans 2 ans ou dans 3 ans s'il n'y aura pas eu des régressions encore plus graves. Donc, si nous avons une fenêtre aujourd'hui pour obtenir cette avancée, c'est maintenant qu'il faut obtenir. On avait promis d'avoir un débat interactif. Il est temps. Donc, c'est clair, on est d'accord. On va passer la parole à celles et ceux qui souhaitent intervenir. Et si quelqu'un... Merci à vous. Il y a des mains qui se lèvent. Ah oui, il y a un micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut assurer pour passer la parole aux uns et aux autres? Je sais qu'il y a beaucoup de militants qui... Ah d'accord, merci beaucoup. En tout cas, merci de vos combats. Je vais apporter un tout petit bémol, mais qui va se transformer en dièse très vite. Parce que ce phénomène de pêche électrique, il a été testé il y a
un bout de temps déjà, par l'ONF, qui était en charge de la gestion des étangs des Dombes. Et ils avaient mis au point ce système, alors je ne dirais pas de pêche, mais d'endormissement électrique, en montrant, en rejetant les poissons dans d'autres bassins, qu'au bout d'un petit temps, les poissons repartaient vivants et un peu assommés, certes, mais vivants. Donc, dans le problème de la pêche électrique, on voit bien que c'est une question, comme vous avez dit, que les poissons font pop au fond là. La question que je voulais vous poser, c'est que donc c'était de la très haute intensité électrique. Enfin, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la nocivité de ça? Non pas sur les poissons, mais sur tout ce qui est zooplancton et phytoplancton, qui est à la base quand même de la chaîne alimentaire humaine, oui. Poissons et voilà. Alors, oui, alors justement, cette question de l'intensité, en fait, les paramètres électriques qui sont utilisés ne sont déterminés que dans 2 des 3 paramètres. Donc, je ne suis pas très forte il y a l'intensité, il y a je ne sais plus quoi. Alors là, il me faut mon directeur scientifique. Ouais, enfin, donc là, moi, je connais rien en électricité. Alors, chaque fois, je me dis, en général, notre directeur scientifique est là pour expliquer, mais il y a un des paramètres qui n'est pas déterminé, ce qui permet quand même d'avoir des courants, en fait, très élevés. Il y a un ampérage, je sais pas quoi. Enfin, moi, ils m'ont expliqué ça 40 fois, j'ai jamais réussi à comprendre. C'est pour ça que je ne fais aucun montage électrique à la maison. Mais en fait, ils ont donc des paramètres qui permettent, en fait, d'envoyer des vraies châtaignes. Et c'est pour ça que dans 50 à 70% des cas, les grands cabillots ont la colonne fracturée quand même. Donc, mais des colonnes, nous, on a un donc sur le site de Bloom Association, vous verrez que si vous allez sur la pêche électrique, on a mis la radio de la fracture des cabillots, parce que c'est des publications scientifiques qui montrent ça. Ils ont très peu quantifié les dommages écosystémiques, c'est-à-dire de voir en effet comment est-ce que ça impacte les œufs, les larves, les juvéniles, la croissance à long terme. Alors, on voit bien qu'il n'y a plus de verre, qu'il n'y a plus rien derrière, mais on arrive. Et donc, ils ont biaisé les méthodologies de plusieurs façons. Ils ont comparé des choses qui ne sont pas comparables. Par exemple, avec une étude classique, on fait un avant-après chalutage et on regarde combien de choses sont encore vivantes. Mais pour la pêche électrique, de l'aveu de leur propre chef scientifique, ils ont dit on ne peut pas le faire parce que tout est mort. Mais on va dire, en même temps, ce serait intéressant de quantifier à quel point tout est mort. Et donc, ils ont fait, au lieu de faire un avant-après, juste après le passage du chalut, ils attendent 2 ou 3 jours. Le temps que ce soit un petit peu repeuplé, vous voyez. Donc on ne peut pas comparer, ce ne sont pas des données comparables. Ensuite, ils ont quand même regardé les larves de poissons. Ils ont quand même étudié sur plusieurs larves. Ils ont dit, ils ont fait une présentation la veille du vote au Parlement. À Strasbourg, c'était un vote en plénière, donc c'était à Strasbourg. Et là, ils ont fait Come meet the scientists. C'était venez rencontrer les vrais chercheurs. On va arrêter de passer Bloom et passer ces militants. Et donc, ils sont venus, leurs chercheurs, donc nos chercheurs chez Bloom, parce qu'on est vraiment une asso très scientifique, et nos chercheurs sont allés rencontrer leurs chercheurs dans cette assemblée. Ils ont écouté la présentation, et les chercheurs néerlandais ont dit... vous voyez, on a testé dans 4 étapes sur 6 du développement des larves et des œufs de poissons. Il n'y a aucun impact. Et tous les gens qui étaient là étaient très contents. Donc notre chercheur a demandé mais du coup, qu'est-ce qui se passe dans les 2 étapes que vous avez remarquées? Et là, en fait, ils meurent. Donc les 2 étapes dont vous n'avez pas parlé, en fait, c'est carrément la mortalité. Donc oui, en fait, il y a très peu de quantification, avec des méthodologies qui sont vraiment discutables. Donc on parle beaucoup de méthodologie. Alors là, on perd carrément le grand public, mais c'est des débats d'experts. Mais en effet, évidemment qu'il y a un impact qui est redoutable. C'est-à-dire que le ressenti des pêcheurs artisans, il ne sort pas de leur imagination. Enfin, de fait, quand ils passent, eux, ils ont vraiment de moins en moins de poissons. Leurs captures se sont réduites de façon drastique. C'est pour ça qu'en fait, les faillites sont très, très réelles. Là aussi, c'est réel. Ils partent en faillite, les pêcheurs artisans. Donc, on a déjà perdu des bateaux dans les ports du nord de la France. Pareil en Belgique. Et alors, aux Pays-Bas, c'est l'hécatombe. Les pêcheurs artisans néerlandais, ils n'ont même pas le droit d'en parler publiquement. Ils se font assassiner. Ils ont des menaces physiques. C'est une catastrophe. Enfin, assassiné au sens politique, mais pas. Il n'y a pas encore eu de meurtre. Enfin, quoique, il y a un observateur scientifique sur un bateau de pêche électrique qui a posé des questions qui ont apparemment gêné les armateurs industriels. Il a été passé par-dessus bord, donc il a été traîné dans les filets. Ils ont failli le tuer, donc ils ont porté plainte et tout. Donc, quand même, non, c'est un milieu qui est vraiment très brutal. Alors, on a été d'une brutalité, mais ça, sur les méthodes des lobbies, là, je suis intarissable parce qu'on n'a jamais vu ça. On n'avait jamais été insulté comme ça. On reste quand même... c'est vrai que nous, en tant qu'asso scientifique, on s'attend toujours à avoir un débat de faits. C'est des faits, on parle de faits quand même. Et là, non, c'est directement les insultes. Les menaces, les insultes, c'est ahurissant. Ça se raconte même pas tellement c'est vulgaire. Pareil pour les... Oui.
Comment ? Vous parlez de mortalité, d'assassinat à la presse. Oui. Mais est-ce qu'il y a des suicides chez les pêcheurs ? Ah, bien sûr. Oui, bien sûr, il y a des suicides. Après, ça n'a rien à voir avec... Les pêcheurs se portent quand même... les pêcheurs artisans dont on parle, eux, ils sont vraiment dans une situation exsangue économiquement. Mais ça n'a quand même rien à voir, globalement, avec les agriculteurs. Parce que les agriculteurs, c'est un tiers des agriculteurs qui mettent 350 € de revenus par mois. Et c'est un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. Donc, et les pêcheurs, globalement, gagnent très bien leur vie, quand même. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, j'ai été l'objet de menaces de mort de la part d'un certain nombre d'acteurs qui viennent de Hollande, de campagnes de presse absolument injurieuses. Ma collègue du groupe de la gauche unitaire européenne, qui est néerlandaise et qui a eu un courage très grand de voter en faveur de l'interdiction, a elle-même été l'objet de pressions, de menaces physiques dans son pays. Donc voilà les méthodes qui sont les leurs. Claire ne le dira pas, mais il y a eu des campagnes extrêmement violentes pour dénigrer l'association Bloom, pour dénigrer sa présidente. Donc voilà leur méthode. Alors que nous opposons des arguments et qu'à aucun moment nous sommes rentrés dans à ce niveau de débat. Beaucoup de questions. Pendant qu'on prend une question, ça pose la question, on peut prendre une question, mais ça pose la question du fact-checking. Ils balancent des trucs qui sont complètement faux. Et vous savez, le temps que vous reveniez en disant non, regardez, mais c'est plus long de prouver que quelqu'un dit quelque chose et de lire ce genre de choses plutôt que d'être... Coucou. Mets-toi ici. Ici. D'accord. Bonjour tout le monde. Tu es enfin arrivé. Donc nous en sommes au moment d'un échange avec la salle. Merci beaucoup Lamia d'avoir répondu à notre invitation. Je disais que tu étais victime des retards de la SNCF actuellement entre Paris et Marseille parce qu'il y a eu des problèmes hier. Donc nous évoquions cette question des cimetières marins en disant que voilà, c'est le résultat de politiques qui sont bien pensées avec des objectifs bien avoués ou inavoués. Et on pensait bien sûr que ton engagement en faveur des océans, ta connaissance de ces milieux, ton témoignage, en fait, serait extrêmement utile pour nous tous. Donc je vous propose d'entendre Lamia et puis de reprendre les échanges avec la salle. Bon, toutes mes excuses encore pour le retard, indépendant de ma volonté. Du coup, dans ce que j'avais vu, est-ce que ça tournait un peu autour de l'Europe ou pas spécialement ? Si, on a déjà pas mal parlé d'Europe. On a parlé de surcapacité, de pêche industrielle, de la mort des pêcheurs artisans. On n'a pas du tout parlé de mammifères marins, si tu veux parler. Ah bah pour le coup, ouais, mammifères marins, tortues. C'est vrai que pour le coup, nous on s'est beaucoup engagé contre les massacres de dauphins aux îles Féroé, qui sont officiellement le plus grand massacre de mammifères marins en Europe. Puisqu'ils massacrent volontairement à peu près 1500 dauphins chaque année par motif de tradition. À Taiji, au Japon aussi, où c'est un des plus grands massacres au monde, pour le coup, des massacres de dauphins dans la baie de Taiji, qui sont financés par l'industrie des delphinariums. Donc on essaie d'alerter l'opinion sur le fait que voilà, quand on achète un ticket pour un spectacle de dauphins, on cautionne directement ou indirectement ces massacres-là, parce que même si les delphinariums qu'on a en France ne se fournissent officiellement pas à Taiji, il reste quand même des vitrines, des faire-valoir de l'industrie de la captivité qui fait en fait des petits en Europe de l'Est, en Asie, au Moyen-Orient aujourd'hui. Et par exemple, le Marineland d'Antibes ou SeaWorld de San Diego, en Europe de l'Est, on les regarde avec de grands yeux, on a envie de faire les mêmes profits. Et par contre, dans des conditions qui sont encore plus catastrophiques que ce qu'on a en France. Donc là-bas, ils n'hésitent pas à se fournir en dauphins à Taiji. Et comme il y a un taux de mortalité qui est extrêmement important, c'est des massacres qui se réitèrent chaque année.
Donc ça, c'est des massacres qui sont, comment dire, très visibles, puisque volontaires, c'est des bains de sang. Mais ce dont on se rend moins compte, c'est qu'en France, on massacre aussi énormément de dauphins. Alors, on appelle ça des captures accidentelles, sauf qu'on est dans un cas de figure où on connaît les méthodes de pêche qui sont responsables. On choisit de pêcher dans des zones qui sont à risque, où on sait pertinemment qu'on va capturer des dauphins, et on continue de le faire. Donc le cas d'école, pour le coup, c'est la problématique de la pêche au bar en période de reproduction. Donc c'est une campagne qu'on a menée l'hiver dernier et qui est amenée à se reproduire parce que le problème est loin d'être réglé. Donc c'est le bar qu'on va pêcher sur la zone de frayère, donc la zone de reproduction, de nuit, donc en période de chasse, sachant qu'ils chassent les mêmes proies que les dauphins. Donc, avec des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives, donc principalement des chalutiers, mais aussi des thoniers seineurs, des bateaux seineurs. Et puis après, il y a de la plus grosse pêche encore au large, la pêche minotière, qui capture aussi énormément de dauphins. Alors, les chiffres scientifiques donc, qui sont avancés par Pélagis, c'est une estimation quand même entre une moyenne de 6 500 et jusqu'à 10 000 dauphins par an sur la façade atlantique française. Donc c'est bien plus que les dauphins qui sont massacrés aux îles Féroé, et c'est encore plus que les dauphins qui sont tués à Taiji. C'est un taux exceptionnellement élevé. En France, on est vraiment dans une problématique de carnage, hein, et les scientifiques alertent sur le fait que c'est un taux de mortalité qui est bien trop important pour garantir la survie de l'espèce le long de nos côtes. Donc on parle vraiment d'une extermination programmée. Et encore une fois, le critère d'accidentalité ne tient pas la route, puisqu'on sait très bien comment éviter ces captures. En plus de ça, on est dans une logique aussi de connivence de l'État avec les gros patrons de pêche, puisque normalement, la législation européenne oblige les déclarations de capture accidentelles, sauf que depuis plusieurs années maintenant, en fait, l'État a omis de nommer un organisme en charge de récupérer ces informations. Donc c'est comme si on vous disait, alors vous devez payer vos impôts, mais il n'y a pas de trésor fiscal, trésor public. Sauf que là, en fait, ça s'ajoute aussi au fait que un des problèmes importants aussi, c'est qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir des observateurs embarqués sur les bateaux, même les grands bateaux. Et donc on est dans une logique, encore une fois, de confiance aveugle envers des pêcheurs dont on sait qu'ils ont des méthodes de pêche qui sont destructrices. C'est comme si on demandait en fait aux automobilistes de déclarer eux-mêmes leurs excès de vitesse à la gendarmerie. Évidemment, il n'y a personne qui le fait. D'ailleurs, le problème des dauphins n'existait pas officiellement jusqu'à ce qu'il y ait en fait d'importantes tempêtes qui ont ramené sur les plages des centaines et des centaines de cadavres, et qui ont mis à jour le problème. Les scientifiques, en fait, connaissent le souci depuis une trentaine d'années, puisque c'est là que ça a commencé. Aujourd'hui, ils sont aussi inquiets sur le fait qu'on introduit d'autres méthodes de pêche qui vont être, elles aussi, très destructrices. Et le problème, c'est qu'on ne les écoute pas, parce que l'Observatoire Pélagis a sorti un communiqué de presse l'année dernière en alertant sur le sujet. Il n'y a eu aucune réaction ni du comité des pêches, ni du ministère de la pêche, ni du ministère de l'écologie. Donc nous, on a fait une campagne là cet hiver où on a diffusé une image de deux dauphins qui étaient capturés dans un filet de chalutiers de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc dès qu'on a diffusé les images, en fait, le lendemain, on a eu un communiqué de presse du ministère et du comité des pêches qui disait qu'en fait, ils faisaient tout pour minimiser les captures, à la limite que la France était à l'avant-garde de la pêche sélective. Enfin, c'était assez surréaliste. Et ils ont annoncé qu'ils allaient mettre en place une réunion pour discuter du problème. Alors, moi, je veux bien, pourquoi pas, mettre en place une réunion pour discuter du problème, si le problème vient d'être découvert. C'est un problème qu'ils connaissent depuis 30 ans. Donc il y a juste l'embarras du fait que ça devient médiatisé. Et surtout, jusqu'à présent, les associations locales qui pouvaient dénoncer le problème étaient malheureusement limitées
à des communiqués de presse ou à une petite action de sensibilisation qui restait quand même assez inaudible. Là, nous, on a cet atout quand même qui est d'avoir des bateaux qui seront sur place. Et là, cette année, on a eu le Bob Barker, donc, qui est un bateau suffisamment grand pour suivre les bateaux partout où ils vont. On l'a eu sur 3 jours. 3 jours. Et on a réussi à sortir ces images. Cet hiver, on a l'intention de les suivre sur toute la saison. Donc là, ils y échapperont pas. Et c'est la première fois qu'ils vont être confrontés à ce genre de surveillance. Puisque la France ne veut pas surveiller les pêcheurs, nous, on va le faire pour eux. Et ce que j'aimerais aussi noter, c'est que c'est intéressant de constater qu'en fait, sur ce problème-là, c'est pas des animalistes, des amis des animaux qui nous ont avertis. C'est des pêcheurs, c'est les pêcheurs ligneurs. Qui nous ont donné énormément d'informations. On est parti en mer avec certains d'entre eux pour voir comment ça se passait. Et vraiment, là, on a deux cas de figure qui sont complètement différents. Et ce qui est une vieille technique aussi de la grosse pêche, c'est de se cacher derrière l'image d'Épinal du petit pêcheur qui pêche pour sa survie, etc., alors qu'on a affaire en fait à des pêcheurs qui ne respectent pas la mer, qui sont des industriels qui cherchent simplement à faire le maximum de profit en un minimum de temps. Et nous, même si Sea Shepherd fait l'apologie d'aucune forme de pêche, par contre, on fait clairement la différence entre le pêcheur qui veut que ses enfants puissent pêcher après lui, et donc qui veut garder une mer vivante, et le pêcheur qui veut juste amasser le plus gros butin le plus vite possible, et après lui, le déluge. Et malheureusement, ce sont ces gros pêcheurs-là qui ont le soutien du gouvernement. C'est eux qui ont le plus de subventions. Je suppose que vous avez dû l'aborder avant que j'arrive. Voilà, c'est le cœur du problème. Et nous, en tant que citoyens, malheureusement, à travers nos impôts, on est obligés de financer ce genre de choses, qui est quand même une aberration totale. Voilà, moi, je lutte dans ma vie de tous les jours contre ça, et je sais que mes impôts, et chaque fois que j'achète quelque chose, ça va contribuer à financer ce contre quoi je lutte tous les jours. Donc, c'est là où on se limite à cette limite de la démocratie, où finalement on ne fait pas vraiment ce qu'on veut avec notre argent. Moi, je serais ravie de payer mes impôts si j'avais un droit de regard sur ce à quoi ils vont servir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Sinon, un petit mot par rapport à l'Europe. C'est vrai que nous, on est engagés depuis quelques années maintenant dans des campagnes en partenariat avec des gouvernements africains. Donc on a mis à disposition des navires, des équipages, on finance toute la campagne, on embarque les gardes-côtes armés avec nous, qui eux sont habilités à procéder aux arrestations. Et on s'est rendu compte étonnamment que ça plaisait pas forcément à l'Europe, qui a essayé en fait d'invalider ces opérations en disant que les seuls navires qui étaient habilités à faire des arrestations devaient être des navires d'État. Sauf que quand on est dans un pays comme le Gabon ou le Libéria ou la Tanzanie, ils n'ont pas les bateaux qui sont capables de le faire. Donc, par exemple, quand on a été au Gabon pour surveiller la pêcherie tonnière, on a abordé un tonnier français qui pêche au Gabon depuis 25 ans et qui nous a dit c'est la première fois en 25 ans que je suis contrôlée. Parce que le Gabon n'a pas les moyens maritimes de contrôler ses eaux territoriales. Donc voilà, là on se demande en fait à quoi joue l'Europe quand elle cherche à freiner ce genre de campagne, ce genre de partenariat. Après, il y a des choses par contre qui sont positives. Je pense par exemple, justement, c'est l'Europe qui veut faire passer cette loi qui oblige, donc à partir de l'année prochaine, qui oblige les pêcheurs à débarquer leurs captures accessoires. On appelle pudiquement capture accessoire. Alors il y a une levée de bouclier des pêcheurs. Forcément, c'est les pêcheurs les moins sélectifs qui sont concernés et c'est eux que ça dérange le plus. Donc qui disent que pour eux c'est pas possible parce que c'est une perte sèche, parce qu'ils ont pas de place sur le bateau. Donc déjà ça donne une idée de l'ampleur des captures accessoires, et parce que voilà, ça leur fait dépenser du carburant sans valeur ajoutée. C'est une loi qu'il faut absolument réussir à implanter, parce que le but de cette loi finalement c'est simplement de pousser à une pêche plus sélective. Voilà, quand on voit par exemple aussi sur la problématique des phoques, sur laquelle on est en train de se mobiliser, parce qu'il y a une montée en puissance d'un collectif anti-phoque en France qui milite pour le déclassement de l'espèce des phoques, d'espèces protégées, parce que les phoques mangent trop de poissons.
Bon, c'est une portion infime par rapport à ce qu'on mange nous, hein, mais ça a toujours été l'argument oui, c'est ça. Et des chasseurs de dauphins à Taiji aussi au Japon, hein, qui accusent en fait les dauphins de manger trop de poissons, parce que pour faire un peu un aparté, nous on leur avait proposé en fait de leur acheter des dauphins qu'ils avaient capturés. Ils ont refusé de nous les vendre parce qu'ils nous ont dit en fait vous allez les relâcher, donc non. Le but c'est vraiment de se débarrasser des compétiteurs. Voilà. Et donc on a des aberrations dans le nord de la France avec justement des coupes de subventions pour les centres de soins de la faune sauvage, tout ce qui s'intéresse à la protection des phoques, on leur coupe le robinet. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Je ne sais pas. Ah oui, parce que du coup, là, c'est l'Europe qui donne cette protection. Donc, on essaye ici, au niveau des chasseurs, des pêcheurs locaux, de faire tomber cette protection-là. Mais là, pour le coup, l'idée, c'est de la défendre. Et on est dans une aberration parce qu'on a vraiment affaire à des gens qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent. L'ancien président, par exemple, du comité des pêches du nord de la France, qui nous comparait le phoque au sanglier. Donc, il disait on régule bien les sangliers et les cerfs, donc pourquoi pas réguler les phoques? Donc, en fait, il nous compare une espèce prédatrice qui est directement régulée par ses proies à des espèces herbivores. Il nous dit qu'il connaît très bien la mer et que la mer lui a beaucoup donné. On lui dit en fait, tu lui as surtout beaucoup pris. Et voilà, c'est aussi quelqu'un, paradoxalement, qui se vante en fait, d'envoyer des textos au ministre de la Pêche pendant qu'il y a les négociations de quotas à Bruxelles. Donc, ils s'en vantent dans la presse. Donc, quand même, on dit, très bien. Le ministre de la Pêche, finalement, en fait, c'est une marionnette du comité des pêches. Et en même temps, qui est complètement contradictoire dans son discours, puisque d'une part, il accuse les phoques de manger trop de poissons, donc attention, il n'y a plus de poissons parce que les phoques ont tout mangé. Mais quand il s'agit de négocier les quotas à Bruxelles, donc ce qu'il a fait en novembre dernier, alors là, il dit qu'en fait, les filets des pêcheurs reviennent pleins, que tout va bien et qu'il faut donc augmenter les quotas. Donc voilà, il n'y a pas assez de poissons pour les phoques, mais il y en a suffisamment pour que nous, on puisse en prendre davantage. Voilà, donc petit tour d'horizon comme ça, à l'emporter. On va commencer par... Oui, je veux juste ajouter une petite chose par rapport à cette question des subventions. Donc justement, où c'est les associations locales à qui on a coupé les subventions. Le dernier centre de soins, par exemple, du nord de la France, qui s'appelle, qui est la LPA de Calais, est complètement muselé par l'État à cause de ça. Parce que, les centres qui ont pu parler avant l'ont payé du fait qu'ils n'ont plus de subventions, ils ont dû fermer boutique. Donc nous, on les soutient. On leur a fait cet été un don de 30 000 €. Et c'est en ça que l'indépendance financière des ONG, elle est primordiale. Parce que pour le coup, contrairement à nos impôts où on ne choisit pas où ils vont, les dons qu'on fait aux associations, là, ils sont ciblés. Et c'est vrai qu'une association qui est indépendante financièrement, elle ne peut pas être muselée. Donc c'est bien d'avoir des subventions quand c'est la cerise sur le gâteau, je pense, mais quand l'activité, la survie même de l'association en dépend, là on a une marge de manœuvre qui est forcément réduite et malheureusement de nombreux centres de soins, de nombreuses associations en font les frais. Merci beaucoup Lamia. Tu poses un problème extrêmement important qui est celui de l'indépendance des associations. On avait ce matin un atelier sur la lutte contre les lobbies. Je n'ai pas eu le temps, parce que j'ai dû partir, évoquer la question du lobby du tabac. Mais je me suis retrouvé parce que j'avais dénoncé le rôle de l'industrie du tabac dans le commerce, ce qu'on appelle le commerce parallèle du tabac. Et la Commission européenne, malgré un protocole de l'OMS, a confié à l'industrie du tabac un certain nombre de compétences dans cette lutte. C'est exactement comme si que vous confiez aux voleurs le soin de lutter contre le vol. C'est exactement la même chose. Et je me suis dit, je vais me retourner vers les associations de lutte contre le tabagisme à Bruxelles pour me venir en soutien. Parce qu'elles avaient, pendant plusieurs années, adopté des positions intéressantes.
Et au moment de mon objection, ces associations ont changé de position du jour au lendemain. Et celles qui l'ont fait ont obtenu une subvention de la Commission européenne, comme ça, qui est arrivée de manière absolument inattendue. Donc voilà, lorsque les associations sont liées avec les institutions, eh bien, il y a un vrai problème et il faut des associations indépendantes et il faut donc les soutenir. On ne s'est pas du tout concerté, Claire et Lamia, avant cette table ronde. Et vous voyez, Lamia arrive et finalement, dans ton intervention, tu as repris à peu près l'ensemble des points qui avaient fait l'objet de nos discussions, ce qui nous permet de réouvrir très rapidement la discussion avec la salle et de prendre les dernières questions, puisqu'on doit ensuite... on a encore 10 minutes de débat. Oui, bonjour à vous et encore merci. Si vous pouvez poser des questions courtes, s'il vous plaît, compte tenu du temps qui nous reste. Bonjour et merci encore pour toutes les informations précises que vous nous apportez. Moi, ma question, c'est comment est perçu et traité le problème de la pollution des boues rouges en mer, puisque on est à Marseille, on est dans les Calanques, et balayons devant chez nous déjà aussi, ça serait pas mal. Donc je voudrais savoir comment c'est perçu au Parlement européen, ce problème des boues rouges qui continue toujours depuis plus de 50, 60 ans, enfin je ne sais plus combien. Donc pollution générée par les déchets toxiques donc de bauxite, disons par l'usine Alteo, maintenant c'est très bien, sachant que cette usine va fermer en 2021. Donc évidemment ça pose énormément de problèmes là. Et donc, sachant aussi que l'usine fait venir de la bauxite de Guinée, alors cette bauxite prive aussi sur des hectares et des hectares depuis longtemps les Guinéens de la région concernée d'exploiter leurs terres agricoles qui ne le sont plus du tout, qui sont rendues infertiles et qui provoquent même des problèmes de santé très graves. Donc voilà, il faut aussi se sentir, nous en France, responsabilisés, pas seulement par ce qui se passe dans le monde entier, mais aussi chez nous. Alors, où on en est le tribunal administratif de Marseille, le 4 juin, a obtenu une réduction du délai de l'usine Alteo de continuer à polluer, mais juste pour 6 mois, quoi. Donc voilà, je voulais savoir comment c'est perçu au Parlement. D'accord, très bien, on va prendre une autre question. Merci beaucoup. Bonjour, donc déjà merci pour l'état des lieux que vous avez pu faire, parce que c'est un sujet que je ne connais pas du tout et donc j'ai appris plein de choses. Alors, dans l'avenir en commun et dans pas mal de discours de Jean-Luc, on a pu voir que l'économie de la mer, c'était un point important du nouveau modèle de développement qu'on voudrait mettre en place si on arrivait au pouvoir. Et moi, j'ai une question un peu ouverte, mais... comment, notamment, la manière dont on veut exploiter l'énergie hydraulique et avec les éoliennes aussi, j'ai vu que c'était dans le programme, comment on fait pour ça, ce soit en phase avec le maintien de l'écosystème et de la biodiversité qu'on veut faire. Et une deuxième question, c'est dans l'économie de la mer qu'on veut développer, quelles nouvelles activités, quels nouveaux métiers on peut voir se développer, parce que voilà, c'est des choses que je ne connais pas et j'aimerais avoir quelques exemples là-dessus sur des activités respectueuses de la biodiversité marine qu'on pourrait développer dans le modèle d'économie de la mer qu'on voudrait mettre en place. Merci. Une autre question, on va prendre plusieurs questions et puis on va répondre globalement. Genre, quel est le pourcentage aujourd'hui de la pêche artisanale par rapport à la pêche industrielle 82. 82% de pêcheurs artisans. Je parle au niveau européen, production. Et en France, c'est 80. Mais en quantité de produits. Les captures, c'est la moitié. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. C'est facile. Ensuite, il a été dit en introduction que vous aviez obtenu l'interdiction de la pêche en eau profonde. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en Europe, ça n'existe plus ? 800 mètres.
Oui, c'est effectif depuis le 1er janvier 2017. Donc, au-delà au-dessus de 800 mètres. En dessous de 800 mètres, on n'a plus le droit de chaluter. Ça n'est pas considéré comme de la pêche en eau profonde. Non, c'est interdit. Non. Au-dessus, oui. Au-dessus, du coup, on répondra tout à l'heure. Ok. Ouais. Et ensuite, ce que vous avez dit, moi, m'a évoqué ce que vivent les poissons en tant qu'individus, plus qu'en tant que stock et qu'espèce, puisqu'il n'est plus contestable aujourd'hui qu'ils soient doués de sensibilité avec un cerveau et des terminaisons nerveuses. Et juste rappeler qu'il n'existe pas d'abattage pour les poissons, ce qui veut dire qu'ils agonisent très, très longtemps. Et j'en profite pour remercier M. Omarjee de la conférence de hier. Et j'invite tout le monde à re-regarder sur YouTube et Facebook la conférence sur des animaux et des lobbies, en présence aussi de Bastien Lachaud et Brigitte Gauthier. Merci. Une autre question. Bon, je vais discuter beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Je suis un professeur de l'Université d'Oslo-Norvège en biochimie, en correspondance en D0 ou DR1 en CNRS INSERM. Je fais mon thèse à Montpellier. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est l'intérêt militaire qui fait chauffer l'eau et fait autre chose. Les personnes européennes ne peuvent pas répondre parce qu'être en prison, c'est répondre. Mais peut-être les deux autres, je ne sais pas. Non. Non. Premièrement, en Inde, de frontière de Burma, il y a un centre nucléaire qui chauffe l'eau et les poissons disparaissent. J'ai même fait du snorkeling. Je fais du snorkeling partout, dans tout le monde. Et aussi, en Europe, en Méditerranée, ce n'est pas la peine de snorkeler parce qu'il n'y a pas de poissons. Mais il y a peut-être, je ne sais pas encore, je ne sais pas de regarder une base sous-marin dans les îles en Grèce. J'étais une mois en Grèce avant de venir ici. On peut voir ça sur mon visage parce que j'étais attaqué devant le Parlement. Bon. Oui, mais donc les militaires, peut-être ils ont des informations sur qu'est-ce qui se passe là. Je suis suédois et donc je peux parler n'importe quoi parce qu'on n'est pas les membres de l'OTAN, on n'est pas les membres de Macron. Force. Merci. Je crois que monsieur voulait poser une question. Puis ensuite... oui, moi je voulais savoir, est-ce que cette quantité de poissons de masse qui est prélevée chaque année, est-ce qu'elle impacte toutes les autres espèces, comme ça je fais plus près, toutes les autres espèces, notamment les manchots. Je crois avoir entendu parler des oiseaux, donc les manchots, les oiseaux marins, qui volent ou qui ne volent pas. J'ai entendu parler aussi de la destruction de familles d'orques, parce que les orques, certaines familles, du coup, vont chercher les poissons là où c'est le plus facile, où on peut les prélever facilement, parce qu'ils sont intelligents, donc ils vont directement les prendre au niveau des palangriers. Et du coup, j'en suis pas sûr, hein, que les pêcheurs se mettent à tirer sur les orques. Ah, je vous confirme. Ils tirent sur les orques, dans les terres australes. Ouais. On a déjà 6 questions. On clôture avec mademoiselle et puis il faut bien clôturer. D'accord. Une question. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. C'est une question qui est très rapide. On a parlé du fait que la surpêche allait vider les océans, donc des poissons, que ça pouvait impacter les pêcheurs. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça ne va pas aussi impacter l'écosystème tout entier ? Ah si, bien sûr. Donc j'aimerais savoir quels sont les risques en fait, de cette surpêche et de la disparition totale des poissons et donc des animaux marins, etc.
Alors déjà pour cette étude, cette étude, donc c'est une projection statistique à effort de pêche constant. Or, l'effort de pêche augmente, mais il y a des zones quand même. Il faut apporter ce bémol. Il y a quelques zones qui sont bien gérées. Elles sont rares, mais elles sont quand même bien gérées. Alors la Norvège, c'est vraiment pas un exemple en termes de chasse à la baleine, ni en termes d'aquaculture. Il se trouve qu'en gestion des pêches, ils sont pas rentrés dans l'Union européenne justement parce qu'ils sentaient la catastrophe poindre. Et du coup, leurs eaux sont immensément poissonneuses. Donc, il y a les poissons, les États-Unis, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont des méthodes de pêche qui font rêver, hein. Mais en tout cas, ils gèrent le stock, c'est-à-dire qu'ils gèrent quand même leur population de poissons. Et du coup, ils ont quand même pas mal de baleines, ce qui leur donne, à leurs yeux, le droit d'en abattre un certain nombre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est rétrograde d'un point de vue civilisationnel, mais voilà. Donc, c'est quand même tout à fait. C'était un bémol qu'il fallait apporter. Donc l'impact sur l'ensemble de l'écosystème, oui, la biomasse, il y a une étude qui avait montré que si on voulait conserver par exemple des oiseaux marins dans les océans, il fallait préserver un tiers de la biomasse des poissons. Donc c'était une étude qui s'appelait Leave a third for the bird. Donc ça marchait, third bird, ouais, vous avez fait. Et donc c'était pour que ce chiffre se plante dans notre esprit, ouais, et un tiers pour les oiseaux. C'est ça qu'il faudrait viser. De conserver comme biomasse de poissons, donc ne pas du tout permettre à la pêche d'aller attraper autant de poissons que ce qu'on fait actuellement, de façon à ce que l'écosystème entier, que ce soit les mammifères marins, les oiseaux et l'ensemble des espèces qu'on n'exploite pas directement, mais qui se retrouvent impactées, puissent survivre. Et on n'en est pas du tout là. Donc, ce qu'on appelle l'approche écosystémique des pêches, tout le monde le met dans les règlements, les objectifs, etc. Personne ne le fait. Voilà, c'est vraiment prélever une espèce ou une série d'espèces et regarder l'impact que ça a sur l'ensemble et donc faire des évaluations de quotas en fonction de ce qu'on a envie de conserver vivant dans l'océan. Merci. Lamia. Ouais, donc pour compléter ça, en fait, il y a certaines espèces qui sont qu'on appelle les espèces clés de voûte, qui sont plus importantes écologiquement parlant. On parle notamment des grands prédateurs, et notamment les requins, par exemple, qui sont des garants de la biodiversité. Donc, quand on élimine les requins, on a ce qu'on appelle un effondrement en cascade, avec du coup une perte de la biodiversité globale. Et on assiste notamment, par exemple, à des explosions de méduses dans les endroits où on a exterminé les requins. Il faut savoir que ce qui est compliqué avec la vie marine, notamment avec les poissons, c'est que contrairement aux animaux terrestres, en fait, quand on les surexploite, qu'on atteint un seuil qu'on appelle le seuil d'extinction, en fait, même s'il en reste, l'extinction est en quelque sorte programmée. Un cas d'école pour ça, c'est le cas de la morue à Terre-Neuve, où vous avez des biologistes qui étaient financés par le gouvernement canadien qui disaient que tout allait super bien, que non, il n'y avait pas de surexploitation. Or, ça s'est effondré en 1992, année où ils ont mis en place un moratoire, et il était trop tard, la morue ne revient pas. Pourquoi ? Parce que d'une part, dans l'écosystème marin, en fait, il n'y a pas de cloison. Les espèces, elles interagissent dans un milieu où elles sont mélangées. Donc, quand vous avez des bateaux de pêche qui vont venir pêcher sur une certaine zone où il reste les dernières petites morues, par exemple, ils vont les prendre, ils vont les capturer. Elles sont mortes dans les filets, ils vont les rejeter parce qu'ils n'ont pas le droit de les commercialiser. Mais du coup, elles sont mortes de toute façon. Il y a aussi un autre phénomène biologique qui rentre en compte, c'est que les morues, en fait, sont... leurs bébés sont consommés par leur proie à l'âge adulte. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez beaucoup moins de morues, leurs proies à l'âge adulte ont explosé. Et elles-mêmes sont des prédatrices de leurs bébés. Donc en fait, vous avez les proies normales des morues adultes qui vont manger, qui vont dévorer ce qui reste de petites morues. Les poissons, pour la plupart, pondent des millions d'œufs. Pourquoi ? Parce que justement, il y a un taux de mortalité qui est extrêmement important, surtout les poissons proies en tout cas, qui est censé en fait compenser la prédation. Et j'en reviens au cas des requins qui n'ont pas été conçus par la nature pour être des proies, dont nous avons fait des proies, et qui sont donc extrêmement vulnérables à la prédation et à la surpêche. Donc aujourd'hui, on extermine des dizaines de millions de requins chaque année. Et ça a un impact sur l'ensemble de l'écosystème marin. Donc, je prends le requin en exemple, mais bon, ça pourrait s'appliquer à d'autres. Mais pour dire les choses clairement, pour répondre à votre question sur l'impact sur l'écosystème, en fait, notre problème, c'est qu'on considère l'océan comme une vaste étendue d'eau liquide. Mais en fait, si l'océan fonctionne, c'est parce qu'il y a une biodiversité marine qui l'a fait fonctionner. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette biodiversité marine ? Elle nous fournit plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire.
respire. La première machine de régulation du climat, c'est pas les forêts, c'est l'océan. C'est les dauphins, les requins, les baleines, mais jusqu'au phytoplancton, donc, qui est un puits de carbone et qui nous permet de respirer. Donc, il y a un exemple que j'aime bien donner, c'est qu'il y a plus d'une inspiration sur deux que vous prenez, que vous devez à la vie marine. Donc voilà, si ça s'effondre, c'est simple en fait, on ne sera pas là pour le voir. Un océan mort, c'est une planète sans nous. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet atelier, puisqu'il y a un autre atelier prévu ici tout à l'heure. J'ai conscience qu'on n'a pas répondu à l'ensemble des questions. Pour celui qui a posé une question sur le programme L'Avenir en commun, je lui recommande de se rapprocher de moi pour qu'on puisse en discuter. Et je veux enfin dire, parce que tout ça sera sur vidéo, que Lamia a parfaitement raison de parler du rôle des requins, qui sont les plus vieux prédateurs sur la planète, plus vieux que les dinosaures, 400 millions d'années. Et nous avons pris des positions communes, Lamia et moi, contre l'appel au massacre des requins, en particulier à La Réunion, qui fait que nous sommes victimes d'une campagne de presse, d'une campagne sur les réseaux sociaux absolument injurieuse. Eh bien, cela ne nous impressionne pas du tout et nous sommes encore plus convaincus que jamais pour continuer ce combat. Merci beaucoup et j'espère que ce débat aura été intéressant, comme le sont, je crois, tous les ateliers depuis 3 jours. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. On va mettre cette petite extrait. Ouais. Bref, et je voulais savoir si il est quelle heure? C'est dans 20 minutes. Il y a le temps de gens. En fait, ceux qui sont vraiment à la pointe du combat, c'est Oxfam. Ils sont tellement. Après, il y aurait toujours. En fait,